Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, j'enregistre le dimanche, on est le 9 mars, il est 12h47 heure française. Je pars en voyage quelques semaines, donc ça sera la dernière vidéo du mois de mars. Je la publierai comme d'habitude le lundi, mais voilà, il s'est passé quand même deux, trois trucs intéressants, donc je tenais quand même à faire une vidéo avant de partir. S'il y a des choses importantes qui se passent sur le marché, je serai quand même actif sur Twitter. Alors, comme je vous l'ai dit, je garde quand même un contact assez modéré avec les réseaux sociaux parce que je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de bruit. Je vous cache pas que quand le marché descend, déjà votre psychologie est mise à rude épreuve, mais si en plus on se confronte à toute cette négativité de façon régulière sur les réseaux, eh bien ça nous affecte encore plus. Donc malgré tout, s'il se passe des choses importantes, je tiendrai mes engagements, ce que je vous ai donné depuis le début de ce cycle, d'être avec vous jusqu'à la fin et de partager voilà, toutes les informations que je trouve vraiment pertinentes. Et puis si jamais je devais sortir du marché pour une raison ou pour une autre, je vous le mentionnerai aussi. Donc les liens sont en description si vous ne me suivez pas déjà. Voilà l'occasion de le faire. Alors je vais essayer de faire la vidéo d'aujourd'hui assez courte, on va aller droit à l'essentiel. Comme vous le voyez, eh bien, on est en baisse. Bitcoin est passé sous les 85 000 dollars. Alors il reste encore 12 heures avant la clôture weekly. D'ici là, les choses peuvent encore évoluer, hein. On l'a vu dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est souvent juste avant la clôture qu'un simple tweet peut complètement changer les choses. Mais en tout cas, si on devait faire une pause maintenant et regarder le graphique tel qu'il est, eh bien on est en train de repasser sous la moyenne mobile 200 journalière. Et donc ça, c'est pas très bon. Il faut vraiment que ce support tienne. Si jamais on casse, je pense qu'on descendra chercher les 73 000, 74 000 dollars qui sont, si je reprends un petit peu de recul, le top en fait qu'on était allé chercher au mois de mars 2024, hein, donc l'année dernière, donc quasiment il y a un an. Donc depuis, il s'en est passé des choses. Alors après, on reste quand même, je vais essayer de vous montrer globalement sur du long terme, sur du moyen terme et sur du court terme ce que moi je lis au niveau graphique, et puis après on fera un petit tour sur les actus. Donc au niveau long terme, eh bien pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier, hein. On peut redescendre jusqu'à ces 73 74 000 dollars, peut-être même les enfoncer un peu dans la mesure où on reclôturerait et que vraiment on tiendrait au-dessus de ce niveau. Pour moi, sur du long terme, on reste sur une tendance haussière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50 est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc pour l'instant, on est toujours engagé dans cette tendance haussière. Alors attention au niveau du RSI, on est en train d'enfoncer le niveau des 50. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, globalement c'est un oscillateur. Tant qu'on reste sur du long terme, donc là je suis toujours en weekly, au-dessus du niveau 50, on est dans une tendance haussière. Si on passe en dessous, alors ça peut être très furtif comme ça, pas de problème, mais si vraiment on s'engage et on reste en dessous de ce niveau 50, eh bien c'est là qu'officiellement on peut dire qu'on est passé dans un marché baissier. Alors encore une fois, on ne prend jamais un indicateur tout seul, on va vraiment confronter plusieurs indicateurs ensemble, et si on a une information qui est commune, à ce moment-là, eh bien on peut commencer à tirer des conclusions. Au niveau du RSI aussi, ça permet de voir qu'on a quand même eu une divergence weekly, donc divergence veut dire qu'on a fait des plus hauts sur le prix. Par contre, au niveau du RSI, on n'est pas remonté aussi haut que ce qu'on avait fait au mois du coup de mars, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mars 2024. Alors attention, c'est pas dès qu'on détecte une divergence que forcément ça veut dire que le marché se retourne, hein. On pourrait très bien avoir un nouveau plus haut, un RSI qui remonte à la limite au-dessus de ces niveaux-là ou même un peu moins avant d'avoir le vrai retournement, hein. On peut le voir ici d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'était passé. On était quand même remonté faire un nouveau plus haut après ce premier top, hein, qui avait été fait en avril 2021. Donc là, je vous replonge dans le dernier cycle et on voit que le RSI a vraiment droppé, 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 et c'est vraiment la divergence a été activée finalement uniquement après. Alors forcément, là, on regarde en weekly. Donc le temps que les indicateurs se mettent en place, eh bien, on a déjà retracé beaucoup de la hausse, et donc si vous n'avez pas pris vos gains, c'est toujours un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'on va regarder sur différents horizons de temps. On va aller voir maintenant en journalier pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau moyen terme. Donc au niveau moyen terme, pour moi, on est vraiment au milieu, on va dire entre le bas du range et ce support important, comme je vous l'ai dit, il faut absolument pas qu'on enfonce ce support, sinon pour moi c'est vraiment, terminé pour un bon moment. Voilà, on n'y est pas encore, attention. On est sur la moyenne mobile 200, donc là on est vraiment, et j'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, mais c'est le cas, on est sur un moment charnière au niveau de ce bull run. Il faut que le marché rebondisse, il faut que les acheteurs se manifestent. Sinon, ça va être très compliqué pour la suite. Donc, on va voir au niveau du mois de mars comment ça clôture.
le mois de février, je vous rappelle, avait été très baissier. Donc on avait fait, mois de janvier, le plus haut historique, en fait, on va regarder même la clôture. Clôture la plus haute jamais réalisée sur Bitcoin. Le mois suivant, qui généralement est un bon mois pour les cryptos, et très bon mois d'ailleurs pour Ethereum et les altcoins, eh bien, avait été très négatif. Alors tout ça a été engendré par la peur des tarifs, le côté très incontrôlable, on va dire, de Trump, plus le meme coin qu'il avait lancé, avec vraiment une grosse extraction de liquidité de la part des VC, de toutes les personnes d'influence finalement, qui ont profité un petit peu de l'euphorie qu'on avait sur le marché à ce moment-là, hein, suite à l'investiture de Trump, et qui ont utilisé finalement le canal des meme coins pour aller tirer un maximum de liquidité. Donc forcément, ça a fait mal au marché. Ce que je constate par contre dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est que déjà les gens, j'ai l'impression, tombent un petit peu moins dans le panneau parce qu'il y a eu d'autres lancements de tokens et on voit qu'on n'a pas eu les mêmes choses qu'on avait vues l'année dernière ou vraiment en début d'année. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Je vous rappelle que le marché des cryptos, c'est un marché qui est extrêmement résilient. Il y a eu de nombreuses choses qui se sont passées depuis des années, des choses bien plus graves que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et à chaque fois, le marché s'est relevé. Donc forcément, quand on vit ces moments de baisse, c'est pas facile, mais n'oubliez pas qu'on est dans un marché résilient, et surtout dans le cas de Bitcoin, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. On va y revenir après au niveau des actualités. Il s'est passé quand même des choses super intéressantes. Donc à court terme, oui, on est dans la douleur. D'ailleurs, je crois qu'au niveau de la peur, on est sur les plus bas qu'on avait connus lors du dernier marché baissier. Donc rendez-vous compte, on a vraiment cette espèce de divergence entre on est dans un marché haussier, on est dans le cycle de l'adoption, Bitcoin s'est rendu à un niveau qu'on n'aurait pas pensé possible il y a encore 5-6 ans en arrière, et d'un autre côté, eh bien, on a des niveaux de peur qui ressemblent à ce qu'on a connu lors du dernier marché baissier. Donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue, en tout cas intellectuel, je trouve, de constater ça, et je pense que si le marché rebondit, eh bien, ce sera assez rapide, assez fulgurant, parce qu'on est toujours dans un cycle haussier, comme je vous le disais, au niveau du long terme. Voilà, donc je reviens là-dessus. Moyen terme, du coup, qu'est-ce que je vois? Eh bien, on doit, en journalier, défendre la moyenne mobile 200. Pour l'instant, on est dans un range, hein. On voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, donc ça, c'était plutôt encourageant. Malgré tout, on a quand même une compression, puisqu'on voit ici des plus hauts, de plus en plus bas aussi. Donc on a vraiment un genre de triangle qui est en train de se mettre en place ici. Donc je pense que le prix va continuer de ranger autour de cette moyenne mobile 200. Il faut vraiment qu'on réintègre le range ici, qu'on reclôture au-dessus des 95 000 $. Donc je vous rappelle que ces deux bougies-là, c'est quand Trump avait annoncé que finalement il y aurait dans la réserve stratégique aussi des altcoins. Alors il avait dit qu'il y aurait du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, du XRP et du Solana. Donc là le marché avait bien réagi, et derrière, eh bien, on a complètement annulé cette hausse parce que finalement, comme je vous dis, ça fait partie un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Trump donne l'impression d'être quelqu'un qui se contrôle pas trop, qui peut tweeter un peu n'importe quoi, et ça les investisseurs n'aiment pas. Après, c'est pas uniquement le marché crypto, hein, qui est en train de dévisser. On a aussi, allez, je vous le montre pas souvent, mais là ça vaut quand même le coup, le SP500. Allez, je le mets en weekly aussi pour que vous ayez la big picture. Donc on a eu une semaine difficile, hein. On a perdu ici la moyenne mobile 20 qui est le milieu de la bande de Bollinger, donc là on rentre dans la dernière partie. Là on est venu chercher quand même une bande de volatilité, donc le prix peut rebondir. Si on va voir en journalier, eh bien on est venu toucher la moyenne mobile 200, donc là aussi on est sur ce niveau charnière que je mentionnais tout à l'heure pour Bitcoin. Au niveau de la semaine, on a essayé de l'enfoncer, donc comme le week-end les marchés sont clos, c'est seulement lundi que ça va reprendre, hein. On verra en pré-marché aussi un peu comment le marché réagit par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Mais de façon générale, le week-end, on est vraiment dans un moment où il y a assez peu de liquidité. Donc attention, de toute façon, quand vous voyez des signaux qui soient haussiers ou baissiers, il faut toujours les prendre avec un gros grain de sel, parce que le lundi, eh bien, on peut avoir la tendance inverse qui se met en place. Donc pour l'instant, on a sauvé la moyenne mobile de 100. Il faut voir, est-ce qu'on est capable de rebondir à partir de là? Si on voit que le SP500 se reprend, qu'on remonte sur des niveaux intéressants, je pense que Bitcoin va être capable de monter lui aussi. Nasdaq, c'est la même chose. Alors, on avait clôturé en dessous, c'était la semaine précédente. Là, cette semaine, on est descendu quand même assez bas et on est venu reclôturer, hop, de justesse, juste au-dessus de cette moyenne mobile 200. Nvidia a beaucoup baissé, donc c'est vraiment lui, hein, qui a entraîné le Nasdaq dans sa chute, mais forcément comme Nvidia pèse énormément au niveau du market cap, eh bien dès qu'il corrige, il entraîne avec lui le Nasdaq et aussi le SP500, hein, qui de toute façon est de plus en plus exposé
à des valeurs de tech. Voilà. Si on regarde un peu les valeurs tech, on a Tesla, ça continue de descendre. MicroStrategy s'est bien repris dernièrement, donc ça c'est quand même intéressant à noter. Généralement, MicroStrategy va toujours être un petit peu en avance sur Bitcoin, donc on verra si Bitcoin est capable de faire quelque chose de similaire. Mais on voit que là aussi, il avait vraiment rangé sur cette moyenne mobile de 100 et finalement, il avait réussi à remonter. Alors attention, tout n'est pas joué, on est à nouveau sur cette résistance. Il faut qu'on arrive à reclôturer au-dessus de la moyenne mobile 50, de la moyenne mobile 20 en journalier, et qu'on soit capable comme ça de se réhisser jusqu'au plus haut. Et ça, ce serait quand même assez intéressant. Bon, pour les bonnes nouvelles, on a l'indice du dollar américain, donc le DXY, qui est en train de baisser. Je vous le montre en weekly, on a eu vraiment une grosse chute, donc ça c'est super intéressant. Enfin, quand même, des bonnes nouvelles. Donc je vous le rappelle, le DXY, eh bien, c'est l'indice du dollar américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans des marchés incertains, eh bien, les investisseurs vont avoir tendance ou à retourner forcément en monnaie fiat parce qu'ils se disent j'attends la baisse pour acheter plus bas. Donc quand vous voyez l'indice monter comme ça, eh bien, généralement c'est là qu'on va avoir des marchés qui corrigent. Et puis l'autre truc, c'est généralement le gold. Donc c'est la même chose, on voit que le gold, on est sur des plus hauts. Le DXY, on est en train de baisser. Donc là, c'est intéressant, on commence à avoir un peu une divergence là aussi sur ces signaux. Je pense que c'est une bonne chose que le dollar américain s'affaiblisse. De toute façon, c'est pas une grosse surprise, hein. Vous savez que Trump, il l'avait fait lors de son dernier mandat, il avait annoncé vouloir faire la même chose. Donc ça fait partie de sa stratégie de baisser un petit peu la valeur du dollar américain. Mais en tout cas, cette baisse est la bienvenue. Il faudrait qu'on soit capable de venir casser cette résistance, ça ce serait vraiment l'idéal. Et si on a une baisse importante, eh bien ce qu'il faut comprendre, c'est que la liquidité va aller se remettre dans le marché et généralement, eh bien, ça veut dire qu'on va reprendre également l'impression monétaire. Et par rapport à ça, je vous annonce que Trueflation a annoncé là pour le mois de mars une inflation en dessous des 2%, je crois qu'on est à 1,5%, donc Trueflation est toujours un petit peu en avance par rapport vraiment à ce que regarde le gouvernement et notamment la Fed hein, pour décider des taux directeurs. Mais voilà, il y a fort à parier que là c'était au mois de mars, donc je crois que c'est dans 2 semaines, on va avoir une réunion où là ils vont vraiment décider de ce qu'on fait avec les taux d'intérêt. Mais de voir cette inflation baisser, eh bien c'est une bonne chose. Rappelez-vous que la Banque centrale ne veut pas voir l'inflation trop baisser, hein. La Banque centrale va toujours privilégier de l'inflation à de la déflation. C'est logique. Bon, après, c'est un truc d'économie, mais globalement, c'est que l'inflation va plutôt stimuler la croissance que eux recherchent, alors que la déflation, bah, c'est plutôt l'inverse. Et en plus, comme les gouvernements sont extrêmement endettés, eh bien, l'inflation va permettre de réduire un petit peu le poids de la dette. Donc, de façon générale, les banques centrales, donc autant en Europe qu'aux États-Unis, ils essaient de garder un taux d'inflation à 2%. Donc, comme là, on est passé en dessous des 2%, je pense que c'est plutôt positif et que les banques centrales seront plus enclins à refaire marcher la planche à billets, comme, comme on dit souvent. Et donc à ce moment-là, eh bien, Bitcoin devrait aussi s'apprécier. Au niveau de la dominance, eh bien, on reste très élevé, hein, au-dessus des 60%. Pourtant, donc là, c'est un petit peu rebondi, mais on voit que quand même, ça a l'air de se tasser. J'ai l'impression depuis plusieurs jours qu'on a des alts qui finalement ne corrigent plus vraiment par rapport à Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc à surveiller là-dessus. Au niveau de la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, eh bien, on voit qu'Ethereum a l'air de vouloir se reprendre. Alors attention, on est très très loin, hein, très très loin de ce qu'il faudrait. On veut vraiment plusieurs journées, plusieurs semaines consécutives avoir un Ethereum qui s'apprécie par rapport au Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. Malgré tout, on aime bien voir ce genre de bougie parce que ça peut être voilà, l'amorcement, on va dire, du retournement. Donc à surveiller. Solana par rapport à Bitcoin, eh bien, c'est toujours un petit peu compliqué. On n'est pas redescendu plus bas que ce qu'on avait fait à la fin du mois de février 2025. Donc voilà, je pense que Solana aussi avait fortement baissé. On est quand même allé chercher des résistances importantes. Donc je pense que Solana pourrait rebondir quand même à un moment donné. Donc après, encore une fois, c'est un peu difficile. J'aimerais vous en dire plus. J'aimerais pouvoir me positionner davantage hein, dans ce que je pense. Comme je vous dis globalement, pour moi, Bitcoin reste dans une tendance haussière long terme.
Pour Ethereum, c'est compliqué, mais pour l'instant, on arrive à tenir ces niveaux qui sont très importants. Donc vous le voyez, hein, moyenne mobile 200 pour le SP500, moyenne mobile 200 pour le Bitcoin. Ethereum, on est passé en dessous, mais on est vraiment sur cette résistance historique sur lequel le prix rebondit déjà voilà, depuis assez longtemps. Donc là, c'est vraiment le dernier rempart aussi à surveiller. Au niveau de Solana, on s'est enfoncé un peu plus, mais comme je vous dis ici, on est sur une résistance importante, là, aux environs des 120 $ à peu près. Et puis, si on regarde le reste du marché, voilà, ça suit forcément les grosses altcoins. Donc pour l'instant, c'est pas la peine de vous montrer toutes les cryptos. Litecoin, on est de retour à 100 $. Pour l'instant, on est toujours dans ce grand range. Donc je trouve qu'il continue d'être intéressant, hein, même si forcément cette semaine-là, voilà, elle est plus difficile, hein. On a redescendu le range au complet en quelques journées. Voilà, pour l'instant, on maintient. On est là aussi sur la moyenne mobile 200. C'est d'ailleurs une des rares qui est encore au-dessus ou dessus, parce qu'en vérité, la plupart des altcoins maintenant sont bien en dessous de leur moyenne mobile 200. Bon, là, je vous montre PP, mais la plupart des cryptos sont en dessous. Donc voilà, je vous le dis, on est à un moment où les marchés sont pas beaux, la peur est là. Et en même temps, rappelez-vous qu'on est dans un marché qui est extrêmement volatile, que tout peut changer rapidement, on l'a vu. Rappelez-vous juste, il y a 2 mois, l'émotion sur les marchés n'était pas du tout celle qu'on voit aujourd'hui. Donc il n'est pas exclu que voilà, on ait quelque chose qui se passe, que les investisseurs commencent à revenir et puis qu'on ait un prix qui se reprenne, qui remonte. Et à ce moment-là, ce qui se passe, eh bien, c'est que généralement, les gens se disent: «Ah mince, c'était pas le top, on repart pour une autre jambe haussière» et ils vont se mettre à acheter très rapidement, à FOMO back dans le marché. Et c'est vraiment ce qui peut créer, alors là il y avait eu des news et tout, mais je vous montre un peu ce graphique pour vous compreniez que on peut être à un moment donné sur un marché comme ça qui est vraiment pas très beau et puis, en quelques journées, quelques semaines, on peut effacer des mois et des mois de baisse. On l'a vu plusieurs fois avec Tao, on l'a vu plusieurs fois avec PP, on l'a vu plusieurs fois, avec Solana, voilà, il y a plein de cryptos qui ont donné cet exemple. Donc pour l'instant, on garde les yeux sur, les niveaux clés. Au niveau du total market cap, on est toujours sur un plus bas, plus haut, donc ça va. Au niveau total 2, on est là vraiment aussi sur un niveau important. Il faut qu'on arrive à tenir ce retracement. Au niveau des Total 3, c'est la même chose, on est dessus. Et Others, je crois que c'est la même chose, voilà, pareil. Donc vraiment, je pense que ça fait le tour. Pas la peine de vous en montrer plus. Vous avez compris, on est sur des niveaux clés. Alors après, encore une fois, prenons du recul un instant. On met tout sur pause, 2 secondes. Rappelez-vous, on arrête de faire du trading, on arrête de regarder les charts. Juste d'un point de vue principe, un investisseur doit acheter quand on est dans la peur et il doit vendre quand on est dans l'euphorie. Alors, tout le débat est là. Est-ce qu'on a vraiment connu l'euphorie sur ce cycle? On a connu des petits pics d'euphorie, c'est vrai. On a eu des belles performances sur certaines narratives, c'est vrai. Mais on n'a pas connu l'euphorie qu'on a connue lors des derniers cycles, ça je vous le garantis. Moi, c'est personnellement la raison qui me fait dire que le cycle n'est pas terminé. Je trouverais vraiment bizarre au niveau temporalité, ça veut dire qu'on serait sur un cycle de 3 ans, alors que jusqu'à maintenant les cycles étaient de 4 ans, et puis que l'arrivée des institutionnels, à mon avis, va plutôt avoir tendance à allonger les cycles qu'à les raccourcir. Pourquoi les allonger? Parce qu'il y a plus de liquidité dans le marché, et puis eux, pour sortir du marché, ça se fait pas aussi rapidement qu'avant. Donc, est-ce que on aurait un cycle de 3 ans cette fois? C'est possible, tout est possible sur les marchés, ça il faut bien l'accepter. Malgré tout, ça serait quand même très surprenant. Et en tant qu'investisseur, vous ne voulez pas parier sur des choses qui sont statistiquement moins probables. De la même façon, quand on est sur un support comme celui-ci, eh bien, vous voulez acheter le support. Donc, vous voulez vendre les résistances et acheter les supports. Et ça, c'est une stratégie qui, de façon générale, va vous permettre de gagner de l'argent sur les marchés, sur du long terme, sur un grand nombre de paris, hein. C'est toujours la même chose, c'est l'espérance de gain en statistique. Donc, l'erreur que moi j'ai commise, je vais parler de moi, je ne sais pas vous de votre côté, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on n'a pas pris de gains quand on était sur des plus hauts parce qu'on s'attendait à ce qu'on aille beaucoup, beaucoup plus haut. Donc là, je vous montre sur Others, je me remets en weekly, on n'avait pas fait un plus haut par rapport au dernier cycle. Au niveau du total 3, c'était la même chose. Hop, on va dézoomer, même chose ici, donc on était sur un double top là presque parfait. Total 2, même chose, hop, je vais zoomer comme ça.
Ah, c'est l'affichage en logarithme des fois qui pose problème. Voilà, donc on était, même chose, pas tout à fait sur un double top, mais quasiment et total market cap, hein, là on l'avait fait, mais pareil, c'est vraiment Bitcoin, hein, qui a porté, le total market cap sur un nouveau plus haut. Ça reste beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on avait l'habitude de connaître quand on était dans un cycle haussier. Bon là, je me perds un petit peu dans tout ce que je dis, je reviens sur le point que je voulais vous mentionner, c'est que, oui, il aurait fallu prendre des profits sur un plus haut, c'était un bon moment pour les prendre. Je pense que sortir sur un plus bas alors qu'on a une peur extrême, je pense que ce serait une autre erreur. Donc en fait, le marché joue avec vos émotions. Quand on est sur des plus hauts, eh bien, on est dans un climat d'euphorie et donc c'est très difficile de prendre des gains et pourtant c'est là qu'il faudrait le faire. Et de la même façon, en ce moment, eh bien, oui, la peur fait que on est dans un contexte où probablement, eh bien, vous aussi vous avez peur, vous voulez pas perdre plus d'argent, vous voulez sécuriser peut-être des gains que vous avez encore, et à ce moment-là, bah, vous êtes tenté de vendre. Et rappelez-vous que le marché veut toujours vous faire l'inverse de ce qu'il faudrait être fait. Donc c'est pas un bon moment pour sortir du marché quand on est sur des plus bas, quand on est sur des supports, quand on est sur des niveaux de peur comme on le voit en ce moment. Et de la même façon, si jamais le marché se reprend et qu'on retombe sur des plus hauts, et que à nouveau on est dans un climat optimiste, euphorique, etc., eh bien ça sera à ce moment-là qu'il faudra sortir du marché en se rappelant que bah, ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, c'est des émotions qui vont passer, mais je vous le dis, notez-les sur un bout de papier. Rappelez-vous comme c'était difficile de ne pas avoir pris des profits plus tôt et de voir les marchés baisser. Eh bien, je ne pense pas qu'on est en bear market, mais à un moment donné, ce bear market va arriver et ça veut dire ce qu'on vit depuis quelques jours, depuis quelques semaines, pendant des mois et des mois. Croyez-moi, je l'ai vécu lors du dernier cycle. Donc, à ce moment-là, vous regretterez amèrement de ne pas avoir pris des profits si jamais le marché nous redonne un joli pump et qu'on retourne sur les plus hauts. Allez, ça fait le tour pour les graphiques, donc je voulais vous partager juste deux trois infos. Bah, premièrement, dimanche, on a eu le premier crypto meeting à la Maison Blanche, donc c'est quand même fou quand on y pense. Rappelez-vous comment pendant des années les gouvernements étaient opposés à Bitcoin. Et bien là, ils ont invité finalement les leaders de l'industrie avec les différents représentants du gouvernement qui sont sur cette mission, comme Trump l'a dit, de faire des États-Unis le premier pays voilà, pro-crypto et vraiment d'être avant-gardiste là-dessus. Donc en soi, c'est une excellente nouvelle. J'ai trouvé cette charte que je trouvais intéressant qui montre un petit peu finalement les projets, donc Made in USA, vous savez que c'est les projets qui risquent le mieux de performer si jamais, voilà, quand le marché va repartir, on va le dire comme ça. Je pense que c'est les projets qui vont le plus bénéficier finalement de ce climat politique favorable. Et donc, dans ce graphique, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez un petit peu les projets qui sont concernés par plusieurs choses. Donc, par exemple, les projets mentionnés par Trump, vous avez les projets qui ont déjà appliqué pour des ETF, et là, vous avez ceux qui étaient présents lors de l'événement à la Maison-Blanche. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des projets qui sont vraiment bah, au cœur ou plutôt au croisement de différents segments. Et ça, c'est intéressant donc à mettre dans votre watchlist. Donc Litecoin, moi, que j'aime beaucoup en ce moment, est positionné ici. On a bon XRP, ADA qui ont été mentionnés, mais apparemment Trump est revenu là-dessus. Et en tout cas, son cabinet a dit qu'il avait mentionné ces deux projets simplement parce qu'ils étaient dans le top 5. Donc là aussi, ça a été un petit peu la douche froide par rapport à ça. Ethereum, je rappelle que pour l'instant, avec World Liberty Finance, donc globalement, le portefeuille des Trump, on va dire ça comme ça, ils ont une position dominante en Ethereum, et pour l'instant ils sont en baisse, hein, vu quand ils ont commencé à acheter. Donc je pense pas qu'ils vont laisser Ethereum descendre trop. Et donc voilà, c'est ce poste-là que je trouve quand même fou. Donc America will be the Bitcoin superpower of the world. Donc c'est comme je vous disais, c'est l'objectif que Trump s'est donné. Donc the Golden Age of America, mais on aurait pu dire plutôt le Bitcoin Age. Voilà, donc on rentrerait dans une nouvelle ère. Je trouve cette photo, voilà, et cet article même posté par la Maison Blanche, je trouve que c'est incroyable. Et si on nous l'avait dit il y a quelques années encore en arrière, je pense pas qu'on y aurait cru. Donc globalement, par rapport à cet événement, vous pouvez trouver des replays facilement. Ça s'est passé très rapidement, j'ai pris le temps de le regarder. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus parce que peut-être qu'ils s'attendaient à des grosses annonces. Finalement, ça a été quand même assez superficiel. Globalement, tout le monde remerciait Trump, voilà, d'avoir changé un petit peu les choses par rapport au Bitcoin. Alors après, je pense qu'en privé, il y a d'autres choses qui ont été discutées. Là, ça n'a pas été enregistré et on ne pouvait pas le voir en live. Mais moi, ce que je retiens globalement, eh bien, c'est que
Trump a dit qu'il n'y aurait plus de bitcoin qui seraient vendus. En fait, ça a été amené à son attention que tous les bitcoins qui ont été vendus jusqu'à maintenant, donc des bitcoins qui avaient été saisis par exemple dans des affaires criminelles, eh bien, ça représentait finalement un manque à gagner important pour les États-Unis. Et comme en ce moment, ils essaient vraiment de baisser la dette avec Elon Musk qui baisse toutes les dépenses du gouvernement, etc., eh bien, là, ça a été un point soulevé. Et donc, Trump a dit qu'à partir de maintenant, il ne vendrait plus de bitcoin. Alors, le truc, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient racheter du bitcoin et s'engager à ne pas le faire si c'était au détriment finalement des taxpayers, donc des Américains qui payent des taxes. Et ça, c'est un point important. Donc je pense que les gens s'attendaient finalement à ce qu'il y ait plus de pression acheteuse. Donc on n'aura pas ça à court terme. Par contre, on vient quand même d'enlever une très très grosse pression vendeuse qui nous pendait au-dessus de la tête, hein, comme une épée de Damoclès. Rappelez-vous quand l'Allemagne avait vendu, et il y avait beaucoup moins de bitcoin que ce que les États-Unis possèdent. Et rappelez-vous comment le marché avait fortement baissé et ça avait été compliqué. Donc je trouve qu'en soi, c'est une excellente nouvelle. Et puis également, on le voit ici aussi, la réglementation évolue au niveau des banques. Donc maintenant, elles sont autorisées à servir de validateurs sur Ethereum, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir collecter maintenant des Ethereum en stackant ce qu'ils peuvent déjà posséder. Donc vous voyez que quand même, au niveau réglementaire, on arrive à des choses très 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 intéressantes. Alors il faut le temps que ça se mette en place. C'est pour ça qu'à court terme, on est quand même encore dans la peur et dans la douleur. Mais je pense que si on prend un pas de recul, ce qui s'est passé est ultra positif pour l'ensemble de l'industrie et je pense que c'est bullish long terme. Et puis un dernier post que je voulais vous partager comme ça, on voit que ça y est, le Nasdaq veut proposer un trading 24 heures sur 24 sur les stock exchange. Donc là, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que c'est la technologie blockchain qui va être mise en place en arrière. Et c'est intéressant parce qu'on avait Eric Trump qui le disait dernièrement, il disait qu'il fallait que le marché se mette au goût du jour et puis que bah, aujourd'hui ça se passait plus de 9 à 5 du lundi au vendredi, mais que ça devait marcher tout le temps. Donc là, on voit que bah, ça n'a pas tardé et ça y est, il y a déjà des choses qui sont mises en place et en tout cas des objectifs qui sont annoncés de vouloir rendre les marchés tradables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je trouvais ça intéressant et c'était pour faire suite à ce que je vous avais partagé la dernière fois. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc, comme je vous disais, c'est la dernière vidéo pour le mois de mars. Donc, on devrait se retrouver au mois d'avril si tout va bien. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier. J'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave, je le dis maintenant. C'est important que vous preniez vos propres décisions, hein. Moi, je vous partage tout sur cette chaîne depuis le début dans un souci de transparence. Je documente finalement mon parcours en tant que trader, en tant qu'investisseur. Toutes les leçons que j'apprends, eh bien, j'essaie de vous les partager et tant mieux si bah, ça peut vous permettre d'éviter de faire les erreurs que moi j'ai commises. Maintenant, c'est important que vous preniez vos propres décisions. Rappelez-vous que des convictions que vous empruntez à quelqu'un d'autre, ce sera jamais aussi fort, vous n'arriverez pas à les tenir dans les moments difficiles comme aujourd'hui, comme en ce moment. Donc voilà, attention à ça, prenez tout ce que je dis avec un grain de sel et faites vos propres recherches. Pour le reste, je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez soin de vous. Donc à ce point-ci, je pense que c'est important de décider ce que vous voulez faire. S'il y a encore des gains qui doivent être sécurisés, vous attendez peut-être un signal plus important, vous avez voulu attendre jusqu'à la dernière minute, eh bien, surveillez encore un petit peu les indicateurs techniques que je vous ai montrés. Et si vous décidez de rester en crypto quoi qu'il arrive, eh bien peut-être à la limite, profitez-en pour cleaner si vous étiez encore sur des petites cryptos sur lesquelles vous aviez moins de conviction, peut-être vous remettre sur des cryptos plus long terme, je pense à Bitcoin, Ethereum, Solana, voilà. On peut quand même se dire que ces cryptos seront là encore pendant des années. Donc ramenez finalement votre risque sur ce sur le quoi vous avez le plus de confiance. Et puis après, eh bien, déconnectez, coupez le bruit. Je pense qu'on peut avoir encore quelques journées, quelques semaines un peu compliquées, mais j'ai quand même bon espoir par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si là on est dans le rouge, on a des niveaux de peur qui sont importants et je pense que c'est dans ces moments-là que le marché va faire un bottom. Donc voilà, à surveiller. Et puis, comme je vous ai dit, je partagerai tout sur Twitter si jamais il y a des trucs importants. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et on se revoit donc début avril. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous.